Alors voilà, je n'ai pas d'infrastructure, je suis médecin généraliste, je travaille à Charleroi. Je n'ai pas d'infrastructure autour de moi, donc je suis heureusement pensionné depuis 10 ans, ce qui me permet de continuer à travailler et de ne, de ne pas trop devoir regarder mon chiffre d'affaires. Et je travaille à mi-temps, maintenant je suis nouveau à plein temps parce que l'autre mi-temps a été pris par les patients long Covid. Et j'ai heureusement l'aide d'étudiants en médecine et je pense qu'on n'utilise pas suffisamment la force de frappe des étudiants en première année de médecine, deuxième année, troisième année, et de collègues de la région et de l'extérieur. Alors malheureusement, on a un petit problème parce que je voudrais bien que vous voyiez que je suis derrière NL là. Alors c'est Jérôme Bosch, 1500, hein, et il cherche toujours. Vous voyez, hein, et ça m'a fait tellement penser à ma vie que je la mets dans toutes mes présentations. Voilà, on peut peut-être faire autre chose que le noir. Hein. Bon, la question qu'on a en médecine générale, si on rencontre un patient qui a des symptômes médicalement inexpliqués, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vraiment ça. Vous vous rencontrez avec des gens que vous connaissez depuis très longtemps, femme qui est, comme sont les multitâches, un mari, des enfants, un travail, une grand-mère, enfin, et puis qui tout d'un coup ne sait plus rien faire du tout et arrive à la consultation avec toutes sortes de choses qui sont docteur, j'ai mal à la tête, docteur, j'ai des fourmis dans mes jambes, docteur, je ne me rappelle plus de quoi faire. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, ça ne colle pas avec la nosographie habituelle. Et on est tout à fait décontenancé parce que ça ne rentre pas dans les cases pour lesquelles on a été formé. Et ces patients ont très souvent été aussi voir des collègues. Et les collègues, parce que vous savez, le système en Belgique est ouvert, donc tout le monde peut aller partout comme il veut. Et donc, si vous avez des problèmes respiratoires, vous allez chez le pneumologue. Et si vous avez des problèmes cardiaques, vous allez chez le cardiologue. Si vous avez, enfin, et ainsi de suite. Et puis, tous ces collègues ont épuisé toutes les possibilités de diagnostic et ça se termine par rien, et puis ça se termine par burn-out, ou ça se termine par fibromyalgie, ou ça se termine par dépression, et ça tombe dans la poubelle des complications impossible à tenir pour un patient qui ne se... Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire devant cette situation? Mais je pense que d'abord, et de taire et d'écouter. Si on se surpris par cet ensemble grand, actuellement, ils sont forcés à répéter de formation, la bibliographie. Ah oui, ben, on va passer ça parce que sinon, on est parti trop loin. La suivante, peut-être, est tout à fait. Tu as un exercice difficile, Marc. Oui, oui, je sais, mais j'ai l'habitude, c'est pas grave. Pas la réparation, parce qu'on va faire une pause après. Et on fait. Ah, alors, je suis. Reviens près de ton micro. Voilà, voilà. Ça c'est extrêmement important pour ce sacre le nom. Quand vous recevez un mail, une femme fière de son métier, mais vous que de vous demander pas, ils ne savent rien. Hein, la réponse n'est dans un réseau, il y en a en réseau qui s'occupe du long Covid en réseau. Rien, nulle part. Biographie. Pour se rendre compte que dans le monde, et ça c'est la première fois que ça m'arrive, là c'est pas grave, c'est pas... j'ai déjà il faut l'interfacer dans une consultation de médecine.
sais plus quoi. Mais fin de la consultation, le patient lui dit « Mais docteur, ça fait bizarre que quelqu'un m'écoute. » Ça c'est quoi ceci? Alors, on va un peu plus vite, sinon j'en ai... Ah, ça va pas. Et diagnostic dans les... Chez tous les patients que... Alors, pourquoi je me mets en colère à cause de ça? Allez, la suite. Voilà. Ça, c'est un sac de mots. Quand vous... Pas ce que vous disent. Non, 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 non. Ce qu'ils disent. Notez. Vous mettez pour 30... Et puis voilà. Ça, c'est mes patients. Il y a 2 tiers de femmes. Moyenne d'âge 42 ans. Donc, alors, au début, voilà, il y en a une qui manque. Hein. Ça, j'ai jamais fait une prestation comme ça. Bon. La question, quand vous êtes devant quelque chose que vous ne comprenez pas, ben, il faut noter. Il faut noter, il faut construire une base d'observation. Il faut voir de quoi ont été malades les patients avant et qu'est-ce qu'ils ont maintenant. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour comprendre ce qu'ils ont? Alors, je peux d'abord me demander, moi, si j'ai un indicateur de sévérité. Alors, j'ai des indicateurs de sévérité en médecine générale, ça existe. Ça n'est pas enseigné, mais moi, je les connais. Et donc, je les applique et je trouve que j'ai des patients, en grande majorité, qui sont sévères à très sévères. Et puis après, la vie aux gens. Pour demander à la vie aux gens, il y a des instruments. Oui, il y a l'échelle de fatigue, mais ça, c'est le docteur qui dit que le patient a raison de dire ça. Mais si je demande aux gens comment vous vous sentez, ça, c'est comme Madame Irma rencontre Carmeline, elle est en train de chaffer avec elle et elle veut savoir. Mais moi, j'ai des instruments qui transforment le qualitatif, comment allez-vous, en quantitatif. Et le résultat est absolument catastrophique, puisque j'ai une échelle qui me dit que à 6 points, je peux faire mes 10 km tous les 3 jours. À 30 points, je suis dans mon lit. La plupart de mes sont au-dessus de 20 points. À 20 points, vous ne travaillez plus. Et donc, c'est effroyable de se rendre compte de ça en médecine générale. C'est extrêmement émotionnant parce que vous vous rendez compte, moi j'ai soigné tellement de toxicomanes, au moins on pouvait faire quelque chose pour eux. Traitement, ici on n'a rien, on se retrouve complètement démunis en première ligne. Et en plus, ça c'est le tableau qui vous montre le nombre de mois qu'il a fallu entre le diagnostic de Covid aigu et le diagnostic de Covid long. Alors, généralement, dans les 6 mois, ça sort. Mais ça va jusqu'à 40 mois avant que le diagnostic de Covid long soit posé. Hein? Peut-être que si je fais ça, ça va changer quelque chose. Bon. Oui, éteins le projecteur. Ça, c'est le plus important. Et c'est très intéressant parce que je n'avais pas lu les travaux de Madame Bess et j'ai lu les travaux de Monsieur Gouesch. En plus, je l'ai rencontré, j'ai été à Nancy. Et puis, je me suis dit, mais moi, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit parce que je n'ai pas le chapeau pointu, chapeau plat de généraliste. Je ne peux pas demander tel examen. Et pourquoi je ne demanderais pas un autre isotope? J'ai demandé un isotope. Oh là là, ma surprise, quand j'ai eu le premier résultat, le deuxième, le troisième, j'en ai demandé 53 sur la base. Donc, j'ai plus de 100 patients. J'ai demandé 53 fois
mais je n'ai pas de groupe contrôle, parce qu'en général, on ne fait pas de la recherche. On ne peut pas demander à un patient bien important d'aller faire un examen rien que pour savoir que son cerveau est bien, par rapport à un patient qui est malade. Donc, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir un gros contrôle en recherche en médecine générale. Mais par contre, quand j'ai 50 sur 53 demandes, j'en ai 45 qui reviennent positives, eh bien, j'ai le cul par terre, parce que ça n'arrive jamais dans mon métier de demander 45 fois une image et d'avoir 30 résultats positifs. Ça n'arrive pas, ce n'est pas comme ça la médecine. Et puis après, je me suis demandé, je peux continuer sans dire, je n'ai pas besoin. Ça, vous voyez, ça, c'est les zones qui ne marchent pas, c'est les vertes et bleues. C'est la même chose que c'est une image de soustraction par rapport à des milliers de données, hein, mais on peut alors comprendre que ces gens ne savent plus réfléchir, on peut comprendre qu'ils ont des troubles un peu partout, on peut comprendre que tous leurs mécanismes automatiques sont perturbés. Hein, et donc, on voit bien qu'il y a une endothélite vasculaire probablement soutenue par l'hypothèse des microcaillots. Et moi, j'ai passé tous mes patients à zafloclopidogrel parce que je ne voulais pas avoir d'AVC chez eux. Alors, j'ai peut-être bien fait et je pense que Johan va me dire que j'ai bien fait et va nous dire qu'on a bien fait. Parce que vous ne pouvez pas faire de médecine si vous ne savez pas vraiment si vous avez raison. Et pour avoir raison, il faut un marqueur biologique, comme on l'a dit tout à l'heure. Qui est-ce qui va me donner un marqueur biologique? Toutes les prises de sang sont toujours négatives. On peut se tourner comme on veut. La seule chose qu'on trouve, c'est des hauteurs vertigineuses d'anticorps contre le BV, l'herpès. Et puis c'est tout. Et point barre, passer la musique, il n'y a rien. Alors j'ai cherché. J'ai cherché dans mon réseau. Comme je suis vieux, je connais des gens. Puis j'ai demandé ici et puis là. Et puis je suis tombé sur un monsieur qui est un monsieur français, qui est monsieur Casanova, qui est généticien, qui travaille à Necker et qui est aussi à Rockefeller. Et puis je lui ai écrit, parce que c'était un Français, il m'a répondu très gentiment, il m'a envoyé sur Leuven. Et ici en Belgique, à Leuven, il lui dit, fait des études transcriptomiques. Vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, transcriptomique, il va vous en parler après. Et pour moi, c'était la découverte d'un univers fascinant. Et Johan a analysé maintenant, je crois, 77 échantillons de sang de mes patients. Il va vous montrer ça après. C'est stupéfiant, c'est extrêmement intéressant. Enfin, je peux dire aux patients, oui, il y a un problème, on voit des images, on voit des résultats, quelque chose, on ne sait pas ce que vous avez, mais on avance. Je crois que c'est extrêmement important pour un médecin de pouvoir d'abord faire preuve d'humilité, dire aux patients, on ne sait pas, on ne sait pas, mais on avance. Et de toute façon, on vous soutient. Et puis, il y a une dernière chose que je vais dire, parce que ça, elle me tient à cœur. Je trouve l'attitude des pouvoirs publics est proprement scandaleuse. Je trouve que l'attitude des médecins de santé publique, des médecins du département du SPF qui font la Direction générale des handicapés sont d'un mépris total pour les patients non Covid. C'est honteux. Je trouve que l'attitude de l'AVIC, qui a décidé que ce problème ne la concernait pas, c'est honteux. Je trouve que le SPF nous laisse abandonner, que moi, je peux travailler comme un fou parce que je suis pensionné. Quel est le généraliste qui va faire? Personne peut faire ça. Personne, il y en a déjà beaucoup trop peu. Il y en a trop peu. Qu'est-ce qui va nous aider à construire un réseau? Alors, ils ont inventé des trucs extraordinaires. Neuropsychologue. Ah, magnifique, c'est remboursé. Ah oui, mais l'informatique n'est pas prête, alors le code ne passe pas. Hier, le code ne passe pas, donc le patient ne sera pas 2 ans après. Hein, et puis, ergothérapeute, mais ça n'existe pas, ça, un ergothérapeute. Il n'y en a pas. Et on vous sort un truc, on vous met les ergothérapeutes, c'est gratuit, mais il n'y en a pas. Les neuropsychologues, il n'y en a pas assez. Les kinésithérapeutes qui font quelque chose, il n'y en a pas. Alors, on vous promet des choses inopérationnelles tant qu'on a solution avec des règlements. Alors, je suis un peu scandalisé par semblant, parce qu'ils ne veulent plus en entendre parler du Covid. Ils en ont bavé du Covid, ils ne veulent plus du Covid et ils ne veulent surtout pas être envahis par une nouvelle pathologie. Or, c'est très grave. Hein, si vous quelqu'un qui a fait un Covid aigu, vous savez qu'il a 10% de mal finir. Alors, heureusement, il y en a qui guérissent. Puis les gens sur le temps, hein, il y a des gens que je connais depuis c'est 49 ans de médecine,
Et puis, je les vois, ils vont beaucoup mieux. Et puis, il y en a qui sont capables de reprendre le travail, comme a dit Mme Bess. Je ne sais pas, je n'ai rien fait, mais ça s'est fait tout seul. Hein, et ils arrivent à reprendre le travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens qui sont upper-minded, qui ont des travaux intellectuels, qui sont confrontés à utiliser beaucoup leur cerveau, eh bien, ils se réparent plus vite que les autres. Ils réutilisent, je pense que c'est la neuroplasticité cérébrale, j'espère que Catherine Lebras va nous en parler, ils réutilisent ce qui ne fonctionnait pas avant, qui était leur réserve neuronale. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose, mais j'ai une catégorie de patients. Moi, j'ai fait 3 catégories, 1, 2, 3. Les 1, c'est un souvenir. Les 2, mes collègues qui est comme ça, qui dit, moi, je suis en catégorie 2, je travaille, mais j'ai des séquelles. Et puis, il y a les 3 qui sont toujours dans leur photo, qui ont tout perdu, et c'est pour cela qu'il faut s'activer et s'activer encore. Merci beaucoup. Merci, Marc. Merci. Sincèrement, désolé pour les problèmes techniques, Marc. Mais il valait mieux que ça tombe sur toi que sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, le hasard fait bien les choses. Une petite question et puis on va faire la... Il y a un doigt levé. Pas des doigts. On est à l'ULB. Hein. Bonjour, je suis membre de l'association des images. Trop vertical. Vertical, oui. Descendez alors, descendez. On m'entend là? Oui. J'avais une date concernant les images à laquelle ont été réalisées et qui objectivent les troubles, parce que j'imagine que les patients de 2020 n'ont pas forcément été concernés, puisqu'à l'époque, on ne faisait pas d'examen. Du coup, ces images-là, par exemple, ont été réalisées combien de temps avant pour voir si les séquelles restent objectivables des années après, ou ça s'atténue peut-être avec le temps? 31 mois après le Covid aigu. Il y a une évolution quand même de l'imagerie qui montre que pour un certain nombre de patients, il y a effectivement une modification des images et pour quelques patients, une disparition des images. Et ça correspond, c'est corrélable avec la symptomatologie. Mais donc, pour les patients, par exemple, touchés en 2020, pour lesquels rien n'a été objectivé, alors, on a quelques images des patients en 2020, mais d'une façon paradoxale, les patients en 2020 sont actuellement plutôt moins bien que des patients qui ont été infectés en 2022. Donc, il y a encore des choses différentes dans la clinique. OK, merci. Merci beaucoup. Une autre question, un autre commentaire sur le forum? Oui, Pamela? Oui, il y a une question de Martin Desmet. Avec des images IRM normales, pourquoi ne pas insister sur le fait de réaliser une scintigraphie? La question est adressée à Dr Bess et à Dr Jamal. Ben, je pense que la première chose, c'est au point de vue économique. C'est en tout cas ce qu'on nous dit. Néanmoins, moi, j'ai pas hésité comme le sait M. Jadoul, effectivement, puisque c'était la seule imagerie qu'on a fait. Maintenant, on sait à peu près, quand on a la clinique et les testings, on sait quelle image on va avoir en fonction de ce qu'ils nous disent. Maintenant, je pense que c'est important que chaque médecin se fasse sa propre expérience. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à dire, et je pense que le Dr Jamoul partage ça, c'est que parfois on fait faire des scintigraphies qui nous reviennent parfaitement normales ou à la limite de la normale. Donc, si je dis non, nous, on les a systématiquement revues et on a une patiente en commun avec M. Jamoul, pour lequel nous, les scintigraphistes qui ont l'habitude maintenant de voir ces images, nous ont dit non, il y a quand même des images suspectes et quand M. Jamoul a refait l'imagerie,
confirmé qu'il y avait une encéphalopathie post-virale. Donc, il faut non seulement faire un examen qui coûte cher, mais en plus chez des gens qui sont compétents. Et j'ai des scintigraphies. Ah ben voilà, c'est quand même important de dire que la scintigraphie, c'est l'utilisation d'un isotope. Alors, si on considère l'impact de la médecine sur le réchauffement climatique global, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait quand on fait produire des isotopes pour faire des images. Ce qui est intéressant dans la scintigraphie au technétium, c'est que le technétium a une demi-vie extrêmement courte et n'est pas tellement difficile à fabriquer et qu'il a un faible coût environnemental. Et l'imagerie a un faible coût. 300 €, ce n'est pas rien, mais par rapport au coût du 18 FDG PET scan, qui est 5, 6 ou 7 fois plus cher, ça dépend des pays. Et donc le PET scan qu'on a montré, les images de M. Gouesch de tout à l'heure, il coûte extrêmement cher économiquement, mais écologiquement, c'est une catastrophe parce que pour fabriquer le 18 FDG, il faut un cyclotron. Et donc, vous avez beaucoup plus de déchets nucléaires. Alors, c'est extrêmement important, hein, parce que là, on est pour les générations futures aussi. Et donc, prendre ça en considération. Je pense qu'on ne peut pas demander des scintigraphies à tout le monde. Parfois, effectivement, elles sont négatives, hein, et heureusement, mais ça va redevenir un instrument diagnostique. On a un problème avec ça parce que les nucléaristes n'aiment pas les scintigraphies. Pour eux, c'est un truc dépassé. Je me suis vu refuser à Liège de faire une scintigraphie et il dit non, 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 il faut faire un PET scan. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire un PET scan, ce n'est pas autorisé dans le Covid par l'INAMI. Et puis, de toute façon, dans ma série, moi, j'ai sur mes 45 scintigraphies, j'en ai 5 chez qui on a fait un PET scan. Et il y en a 4 négatives. Ce qui veut dire que probablement que le PET scan qui lui montre l'hypométabolisme, c'est le glucose, on le voit, il est ou non consommé. Tandis que le technétium, il fait que passer, c'est un flux. Ce n'est pas les mêmes examens. On ne peut même pas les comparer entre eux. D'accord ? Mais un de mes patients a été suspecté d'Alzheimer, on lui dit, il a 45. Vous commencez, on est pratiquement sûr, vous faites un Alzheimer. Hop, PET scan, schnoll, rien du tout. Il fait une scintigraphie ratissée. Les neurologues n'ont accordé aucune attention à la scintigraphie. Il y a actuellement dans la science médicale un biais de sélection par les technologies nouvelles. Et donc, comme la scintigraphie, c'est un vieux truc, hein, ça a 40 ans peut-être, je ne sais pas, ben, plus personne n'est intéressé à faire ça, voyez-vous. Et alors, ça introduit une problématique. J'ai quand même une anecdote sur la scintigraphie. J'ai demandé une scintigraphie cérébrale chez un patient pour ce que je croyais être une autre raison. Je lui cherchais une tumeur. Et là, c'est la nucléariste qui m'a dit, mais on dirait que c'est un cerveau de long Covid. Vous voyez? Comme ça. C'était plus moi qui avais. Après, j'ai fait revenir le patient. Et ça, c'est pour M. Smith. Alors, le patient, c'est un upper-minded, là. C'est un type, il a plusieurs métiers, il est passionné et tout ça. Et j'ai dit, vous ne m'avez pas tout dit. Ah. Et alors, il s'est mis à table. Ça fait 2 ans qu'il se bagarre avec sa pathologie et qu'il ne veut dire rien à personne. Parce que arrêter de travailler pour lui, c'est épouvantable. C'est ce qui peut lui arriver de pire. Et il a fallu qu'il se mette à table et que les larmes sortent pour qu'il accepte un arrêt de travail. Vous voyez, ce sont des choses extrêmement complexes auxquelles on est confronté. Et les chiffres bruts qu'on a par enquête, pourquoi est-ce que les upper-minded ont des caractéristiques? Mais parce qu'ils les cachent. Parce que dans leur métier, on ne peut pas dire qu'on est fatigué, ça ne se fait pas. Hein? Tandis que si vous avez de toute façon pas de boulot, hein, et que vous êtes chômeur de 3e génération, ben, vous pouvez quand même bien dire que vous êtes fatigué. Hein? Merci. Voilà. Merci Marc, merci beaucoup. Voilà, je vous propose de faire une pause. Là, il y a une pause café qui nous attend à l'étage et on se retrouve ici dans 20 minutes pour la suite du programme. Dans 20 minutes. Et pour celles et ceux en ligne, restez connectés. En tout cas, on revient ici à 11h20 pour la suite du programme.